Bonjour à tous. On va commencer parce que le timing il est serré. Donc je vous demanderai une grande attention. Je suis ravi d'être ici parmi vous et d'accueillir Gilles et Othman pour parler d'enjeux qui nous sont chers chez BPI France et qui sont chers à beaucoup d'entre vous. Donc la transition. Donc moi je suis responsable de développement, l'expertise en financement de projets chez BPI France. Donc diminuer et verdir sa consommation d'énergie, c'est un enjeu pour bon nombre d'entreprises, pour plusieurs aspects. Donc pour les aspects économiques, pour des aspects réglementaires, mais aussi pour des aspects RSE et stratégie. Donc face à ces enjeux, quoi de mieux que deux présidents d'entreprises pionnières, consommateurs d'énergie pour l'un, producteurs et offreurs de solutions pour l'autre, afin de nous éclairer sur les solutions qui sont disponibles pour passer à l'ENR de manière compétitive. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Gilles Faure, donc président fondateur de l'entreprise de la PME familiale FSL, donc qui est spécialisée dans le transport et l'entreposage de produits surgelés, basé à travers plusieurs sites sur le quart nord-ouest de la France. Et j'ai le plaisir également d'accueillir Othman, donc Othman, président de la société Green. Donc Green, c'est une entreprise française fondée en 2007, donc qui est un expert de la production d'énergie renouvelable, de l'efficacité énergétique, du stockage, et qui globalement accompagne ses clients sur les enjeux globaux de la transition. Donc voilà, je vous propose de commencer. Donc moi, première question pour Gilles, donc président de PME. Qu'est-ce qui a motivé une PME, un dirigeant en 2019, à s'intéresser aux enjeux de l'approvisionnement en énergie et surtout en énergie renouvelable, et à quoi cela aboutit? Bonjour à tous, merci d'être là. Donc effectivement, je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue il y a quelques années et dont le résultat final, partiellement, remonte à il y a quelques mois. Donc il y a quelques années, c'était il y a 5 ans. En quelques mots, dès 2018, donc notre entreprise familiale a souhaité donc mener une réflexion stratégique sur sa raison d'être. Sa raison d'être qui avait donc comme contenu une volonté de tisser des liens pour une entreprise plus durable. Je rappelle que l'entreprise donc, est à capitaux familiaux, donc on a une vision long terme de notre activité. Donc les premières réflexions ont été menées sur, et c'était relativement simple à définir, sur la proportion en gaz émis, donc gaz à effet de serre émis, l'électricité représentait 80% de cette proportion. Donc assez vite, on s'est rendu compte que pour essayer d'améliorer notre score, il fallait qu'on tende vers un corporate PPA lié au fait que nous sommes donc une dizaine de sites gros consommateurs et que l'autoconsommation n'est pas une solution définitive et complète pour notre problème. Assez vite, donc, la question s'est posée, et c'est là où le sujet est intéressant de mon point de vue, comment faire en tant que PME? Comment s'y prendre? Par quel bout prendre le sujet? Assez naturellement, donc, je me suis tourné vers notre fournisseur d'électrons, la société Gazelle Énergie, qui m'a, grosso modo, instantanément mis dans les mains d'un des fournisseurs d'ENR solaire en France, Urbasolar. Là aussi, de manière surprenante, puisque dans le monde des PME et a fortiori des PME familiales, une relation entre les dirigeants s'est formée rapidement. Et en l'espace de 2 heures de rendez-vous à Montpellier, au siège social d'Urbasolar, les dirigeants fondateurs des deux structures ont scellé une forme de pacte en disant que nous serions les acteurs
du premier corporate PPA pour une PME française. Donc là, nous sommes en juin 2019. Accessoirement, le mois qui suit, donc juillet 2019, nous sommes dans les bureaux de Julien, qui est ici présent, je crois, donc le patron déjà à l'époque des financements ENR chez BPI. Et nous étions en train d'évoquer ce projet de corporate PPA pour une PME. Pour répondre à ta question, Victor, juste pour dire que, pour conclure cette première partie et cette première réponse, le corporate PPA, donc numéro 1, a été signé en juin 22, un second a été signé en juin 23, et juste pour évoquer une partie de notre propos de tout à l'heure, il faut être extrêmement patient, puisque la première centrale a vu le jour, ou en tout cas on l'a inaugurée, en juin 2024. Et Gilles, juste pour illustrer, ça représente quelle proportion de l'électricité consommée par le groupe? Alors, on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, donc la question concernant la proportion. Donc là aussi, il y a des stratégies différentes. Donc la nôtre a été d'essayer de couvrir une partie importante de notre consommation en journée. Et grosso modo, donc, sur le corporate PPA, on est à 18% d'origine renouvelable, donc par le biais de ce PPA, et on a quelques pourcents en plus en autoconsommation. Ok, très bien. Merci Gilles, c'est très clair et bravo encore pour cette contractualisation qui montre que c'est adapté à toutes les tailles d'entreprise quand on s'empare du sujet. Donc Hotman, donc Gilles a rapidement abordé le sujet de l'autoconsommation qui n'était pas forcément adapté lié à la typologie des bâtiments qu'il exploite. Qu'est-ce que chez GreenYellow vous apportez aux consommateurs d'énergie renouvelable? Quelles solutions pour justement leur apporter des solutions qui sont compétitives? Merci Victor, bonjour à tous. Peut-être avant de répondre à la question, faire un panorama de nos activités, parce que comme vous le savez, on a une plateforme en fait, d'offres de décarbonation. On accompagne les entreprises et les collectivités dans l'accélération de leur transition énergétique. La transition énergétique, c'est assez simple, hein, c'est consommer moins via des programmes d'efficacité énergétique et des investissements productifs et consommer mieux. Consommer mieux. La translation qu'on en a fait chez GreenYellow, c'est produire de l'énergie verte locale pour le client qui l'autoconsomme. Et cette autoconsommation peut être partielle ou totale, dans le sens où, avec du stockage, on peut emmagasiner une partie de la production solaire pour la restituer à des moments où il n'y a pas de soleil. Deuxième élément, peut-être pour bien comprendre cette trajectoire de la transition énergétique et du fait que les acteurs deviennent des consommateurs, il faut agir. Il y a bien sûr le réchauffement climatique, je ne reviens pas dessus, mais je voulais revenir peut-être sur la facture énergétique d'un consommateur. La facture énergétique d'un consommateur, qu'il soit particulier ou entreprise, c'est trois composantes. Une composante qui est le prix de l'électron, qui a été produit par n'importe quel producteur d'énergie. Le deuxième élément, c'est que cette énergie, il faut la transporter, la distribuer, et il y a des pertes sur le réseau, donc c'est tous les coûts relatifs à cette transmission, du moins ce transport de cette énergie. Et puis le troisième élément, c'est des taxes, qui font débat d'ailleurs aujourd'hui dans le budget de l'État. Quand on regarde ces trois dimensions sont inflationnistes. Elles sont inflationnistes pourquoi? La première, il y a une évolution du mix énergétique à faire. Du nouveau nucléaire, il coûtera 2 fois plus cher que l'ancien. Du mix énergétique renouvelable, ça donne de la variabilité au prix de l'énergie. 2024 a été une année avec beaucoup de variations du prix de l'énergie dans la journée liées à ce mix énergétique. Premier élément. Deuxième élément, le transport et la distribution, pour faire en sorte qu'on puisse accueillir plus d'énergie renouvelable sur le réseau, il faut des investissements. Du fait qu'il y a une logique d'usage qui sont en train de se transformer, donc du fait qu'on passe
beaucoup d'usages de gaz à électricité, les besoins sont plus importants. Le meilleur exemple, c'est le véhicule électrique, notamment, qui va nécessiter des investissements sur le réseau. Et tout ça, bah, c'est le consommateur final qui paye. Donc, le particulier et l'entreprise. Donc, inflationniste. Et sur la thématique des taxes, même sujet, bilan, budget de l'État, la thématique des taxes va augmenter. On a des acteurs qui sont maintenant, qui prennent en main cette transition énergétique. Et donc, l'autoconsommation y répond. Pourquoi ? Parce qu'avec l'autoconsommation, voilà une énergie qu'on produit localement. Voilà une énergie qui n'a pas besoin de payer un coût de transport de distribution, qui ne paye pas de taxes. Donc, compétitivité du prix du kilowattheure, autoconsommé, en moyenne de 20 à 30% sur le prix de l'énergie en France. Ok, très bien, merci. On voit bien que face aux enjeux que j'ai décrits en introduction, donc c'était guidé par Gilles sur voilà, sa stratégie plutôt RSE et aussi sur la dimension économique. Là, Othman vient de décrire les intérêts de développer ces solutions sur le plan économique. Donc ça, c'est très important. Donc Othman, est-ce que vous pourriez nous décrire schématiquement l'organisation d'une autoconsommation pour un consommateur, pour un public qui n'est pas forcément éclairé sur l'organisation juridique et économique de ce genre de projet? Donc, tout d'abord, il y a deux grands schémas. Il y a le schéma des installateurs qui proposent à leurs clients une installation clé en main, c'est-à-dire l'étude, le dimensionnement, la réalisation. Mais l'investissement est porté par le client lui-même pour faire de l'autoconsommation. Et puis, vous avez de plus en plus de schémas qui se développent, qui est ceux qu'on incarne, qui est l'opérateur intégré, qui finalement vous accompagne sur toute la chaîne de valeur, y compris sur l'exploitation de ces installations. Quel est le schéma et comment ça marche? C'est ça la question. Comment ça marche? Tout d'abord, en fait, ça marche sur un engagement contractuel entre les parties, entre d'un côté un producteur d'énergie décentralisé, qu'est GreenYellow dans ce cas de figure, et puis un client qui finalement va s'engager à acheter de l'énergie à un prix fixé contractuellement sur une durée longue, une durée qui peut aller de 15 à 20 ans. Vous savez qu'un actif solaire a une durée de vie supérieure à 30-35 ans. Donc, on a un engagement de la part du client sur cette thématique, finalement, d'acheter cette énergie. Pour le client, le bénéfice, c'est d'avoir de la visibilité sur son prix de l'énergie. Et comme je le rappelais tout à l'heure, sur les trois composantes, donc c'est-à-dire qu'il a un prix global de l'énergie intégrant électrons, transport et taxes, qu'il ne paye pas dans ce cas de figure. Ça, c'est le premier élément. Pour le producteur, il y a un engagement de résultat, c'est-à-dire qu'on a une logique de disponibilité de l'installation, on a une logique à un moment donné de performance de l'installation et donc de kilowattheures produits pour le client. Donc il a de la visibilité sur le nombre de kilowattheures ou l'énergie qui sera produite chaque année. Et donc on est sur un schéma qui est gagnant-gagnant. Je reprends peut-être quelques éléments pour bien comprendre la thématique. D'une part, l'investissement est porté dans ce cas de figure par l'opérateur. On peut se dire, oui, mais comme c'est de l'énergie qui est compétitive, pourquoi les entreprises ne font pas l'investissement? On pourrait se poser cette question légitime. La réalité, c'est que cette transition énergétique, c'est des gros investissements à faire. Que l'installation solaire est une installation d'infrastructure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paybacks de ces solutions sont longues. Et donc, qu'il y a un intérêt à ce que l'entreprise mobilise ses fonds propres sur son cœur business et qu'elle puisse avoir des partenaires pour l'accompagner sur ces métiers-là. Donc voilà un peu les grands enjeux relatifs à l'intérêt de ces solutions-là. Merci Othman, on voit bien que c'est une logique de partenariat avec un alignement des intérêts entre les acteurs et chacun sur son cœur de métier. Gilles, j'aimerais revenir sur ton histoire qui a abouti à la signature d'un corporate PPA. Est-ce que tu peux nous raconter plus en détail quels étaient les intérêts que tu avais perçus et qui sont associés à la signature de ce corporate PPA? Et puis si tu pouvais partager à tes pairs les avantages, quelques conseils et puis aussi les écueils que tu as pu rencontrer dans cette histoire.
Alors, en quelques mots, donc, la raison pour laquelle donc, le corporate PPA nous est apparu comme étant la bonne solution, pour ne pas dire la seule solution, ce n'est pas tout à fait la seule, je vais vous en parler après, est liée au fait que nous sommes donc plutôt gros consommateurs site par site et que nous sommes multisites, donc sur une dizaine d'adresses différentes en France. Et par voie de conséquence, donc, après avoir estimé notre réserve foncière, elle était extrêmement limitée. On l'a équipé en panneaux au sol pour faire de l'autoconsommation sur une petite partie de nos besoins. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a fait en sorte de mener à bien donc, le corporate PPA. Pour vous donner un ordre d'idée, notre besoin cible, selon les stratégies qu'on avait évoquées à l'époque, c'était 5 à 10 hectares de réserves foncières à occuper par des panneaux. Par voie de conséquence, vous imaginez bien que lorsqu'on est installé sur des sites ou proches grandes villes ou bord autoroute, il était hors de question d'investir du panneau solaire sur un foncier cher. Qu'est-ce que ça nous a permis ou quels sont les objectifs que nous avons réussi à atteindre par le biais de ce corporate PPA? J'en citerai deux majeurs pour ne pas dire les deux principaux, les deux seuls même que je vois à l'instant. C'est donc agir face au changement climatique, évidemment. C'est accompagner l'évolution des mentalités des consommateurs, puisque nos clients industriels ont des consommateurs qui les incitent à travailler avec des gens qui ont fait l'effort de se verdir en énergie électrique. C'est évidemment aussi l'évolution des mentalités de nos clients, puis aussi de nos salariés, mais également des actionnaires, puisque une entreprise familiale a des actionnaires qui, avec l'âge, fait que on rajeunit aussi cet effectif-là. Et donc l'idée, c'était effectivement de s'engager comme un acteur déterminant pour la transition énergétique. L'autre élément qui n'est pas neutre, surtout après avoir vécu la crise énergétique il y a 2 ans, c'est que ça nous permettait, et ça c'était une vision que nous avions à l'époque, de permettre à l'entreprise de s'assurer sur une partie de son budget d'achat d'électricité, de maîtriser son budget sur 15-20 ans. Et ça, on s'est rendu compte que, en ayant connu un 1100 ou un 1150 € le mégawattheure en août ou en septembre 2022, qu'avoir l'ambition depuis 3-4 ans de signer un corporate PPA avec un prix donc stable ou à peu près stable sur 15-20 ans, ce n'était pas une mauvaise idée. Donc voilà un petit peu ce que je peux te dire sur ce point-là. En ce qui concerne les écueils qui ont été nombreux, ou les conseils plutôt, on va parler de conseils. Grosso modo, suivre, ou faire en sorte de suivre ce que l'on a fait, à savoir naturellement se tourner vers son fournisseur d'électrons, qui est en premier lieu le mieux à même de vous aider à savoir qui aller voir en tant que prestataire, en tant que fournisseur d'électrons d'origine renouvelable, en l'occurrence Urbasolar, dans le cas de Gazelle Énergie à l'époque. C'est aussi au préalable d'avoir choisi son fournisseur d'électrons en faisant en sorte, outre d'avoir de bonnes relations avec son équipe commerciale, mais d'avoir aussi la capacité d'avoir un accès à la direction. Je veux parler là d'une capacité à être considéré comme un client, non pas comme les autres, mais un client à part, parce que la PME n'a, en principe, dans tout cas ce que j'ai vécu depuis 5 ans, n'a pas vocation à avoir sa place dans le monde des corporate PPA. C'est trop compliqué pour un industriel de l'ENR de s'adresser à une PME parce qu'il n'y a pas les capacités de réflexion, de compréhension et de temps à consacrer à ce dossier. Donc, outre un choix définitif ou longue durée de ce fournisseur d'électrons, et chez eux, on trouve des gens qui connaissent le dossier des corporate PPA, s'associer avec un partenaire donc, pour le corporate PPA, où on sent la confiance dès les premiers entretiens. C'est aussi ce que je n'ai pas fait, mais avec le recul, c'est une erreur, c'est s'acheter des services, donc prendre un avocat spécialisé pour être aidé sur 2 contrats, le contrat donc, du corporate PPA et le contrat d'agrégation. Et en l'occurrence, chez nous, l'agrégateur est
le même partenaire que celui qui nous fournit les électrons. Et je considère que c'est beaucoup plus simple comme ça d'avoir un seul interlocuteur. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je finirai parce que je l'avais noté. C'est la patience. C'est-à-dire que, grosso modo, chez nous, alors qu'on était dans les premiers à être demandeurs d'un corporate PPA, ça a mis 5 ans. 5 ans. 5 ans pendant lesquels il faut continuer à y croire, même si parfois la bataille était complexe et que ça n'était pas gagné jusqu'à la signature, donc en juin 22, puis en juin 23 de ces 2 corporate PPA. Voilà. Bon, je pense que c'est parce que tu étais trop précurseur, Gilles. Maintenant, voilà, on sait que les entreprises consommatrices et les producteurs ont étoffé les équipes et on sent que l'offre rencontre mieux la demande. Après, c'est tout à fait vrai qu'il faut s'entourer d'expertise pour pouvoir négocier au mieux l'alignement des intérêts sur un engagement long terme. Donc voilà, on voit qu'il y a 2 histoires. Il y a l'histoire de Gilles qui a décidé de signer un corporate PPA, donc sur du long terme, parce qu'il avait aussi des contraintes liées au bâtiment qu'il opère. Donc ça, c'est une première solution, mais il y a la solution qui est développée de manière massive par GreenYellow, qui est l'autoconsommation. Donc voilà, ces 2 vecteurs permettent de répondre aux besoins des consommateurs. Donc pour finir et pour conclure, quelles sont selon vous les solutions qui permettraient d'améliorer l'adéquation de l'offre et de la demande, et notamment avec les contraintes de la production d'énergie renouvelable qui est dite intermittente? Nous concernant, on pense que cette transition énergétique menée par les entreprises, c'est une transition énergétique qui nécessite une démarche globale. La démarche globale, elle vise, comme je le disais, grands enjeux. Donc, comment je produis de l'énergie verte chez moi. Pour faire le parallèle par rapport à ce que disait Gilles, une centrale solaire sur un toit, c'est pas 5 ans, mais c'est potentiellement 1 an. Donc on va plus vite finalement à produire de l'énergie verte locale parce que les démarches administratives sont potentiellement moins longues que celles qu'on peut avoir au niveau de projets au sol. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas oublier sa consommation, l'efficacité énergétique, parce qu'il ne suffit pas de consommer de l'énergie verte si on peut être sobre d'un point de vue énergétique. Et les gisements d'économie d'énergie dans tous les secteurs existent. Si je prends le monde de la grande distribution, quand on fait un contrat de performance énergétique, c'est 30% de réduction de la consommation. Donc c'est non négligeable. Donc ça, c'est un deuxième vecteur important. Et puis le troisième, c'est l'arrivée massive aussi dans les prochaines années du stockage. Vous savez qu'avec le stockage de l'énergie, on a la faculté d'être plus autonome d'un point de vue énergétique, d'avoir une énergie verte locale, compétitive, et en même temps qui couvre vos besoins sur une quote-part plus importante. Voilà ce que je voulais vous dire. Et si on va un cran plus loin pour les entreprises en termes de démarche, quand vous faites du solaire, que vous faites de l'efficacité énergétique et que vous avez du stockage, il y a un 4e élément qui est en train aussi d'arriver, ce qu'on appelle le microgrid. C'est des termes un peu barbares. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de se dire qu'on devient un petit opérateur local qui tient compte de tous les éléments externes. Et il y a un facteur dont on ne tient pas compte, c'est le prix de l'énergie sur le marché. Vous savez qu'il est négatif de temps en temps. Il est négatif de temps en temps. C'est-à-dire que donc, un client qui a cette stratégie, cette intelligence de pouvoir moduler sa consommation dans le temps est un client qui peut créer aussi de la valeur autour de ça. Et donc, voilà les éléments sur lesquels on travaille et voilà les éléments sur lesquels on accompagne une multitude de clients dans différents univers, du retail, de la logistique, de l'industrie, des hôpitaux, etc., etc. Donc, tout consommateur est le bienvenu pour qu'on puisse le conseiller sur ces sujets-là. Je vais compléter les propos d'Othman, si tu veux bien, Victor, bien sur la partie stockage, donc la partie batterie. Juste pour vous évoquer le fait que notre métier est parfaitement adapté à l'utilisation dans les années qui viennent de batteries ou de petites fermes de batteries, soit en corporate PPA, je ne sais pas comment ça s'appellera, soit en utilisation locale, donc équipement site par site. Il faut savoir que
l'énergie solaire, donc en l'occurrence, c'est que la journée, bien évidemment, et que chez nous, le gros de la consommation se passe la nuit. Pourquoi? Nos installations frigorifiques sont plus performantes, ont un rendement sensiblement supérieur lorsque la température est plutôt fraîche, alors qu'en pleine journée, on a un petit peu de mal à produire notre froid. Et donc l'idée, effectivement, c'est de profiter ou de corporate PPA classiques, ou de solutions d'achat d'électricité à prix spot, pour ensuite, donc en journée, pour ensuite restituer cette énergie pendant la nuit, lorsque nos fonctionnements de machines sont optimisés. Voilà, c'était juste cette partie un peu spécifique de notre métier que je voulais évoquer suite aux propos d'Othman. Merci Gilles, merci Othman. On voit bien qu'en fait, il y a en tout cas sur le stockage, vous matchez. Voilà, on voit qu'il y a, du coup, pour conclure, hein, on voit qu'il y a des solutions qui sont disponibles, qui sont compétitives, qui doivent être d'arriver par la volonté du dirigeant, bien évidemment, mais qu'il y a des experts français qui voilà, ont opéré de manière déjà quand même assez industrielle ces solutions. Donc il faut s'en emparer, et vite. Et voilà, on a quelques minutes pour la place à des questions, si vous en avez dans l'auditoire. Oui, bonjour, merci pour vos interventions. Est-ce qu'un des enjeux majeurs de cette compétitivité, c'est pas la constance du soutien public sur le plan financier dans les années à venir? Parce que un des problèmes de l'Europe, c'est qu'il y a parfois une asymétrie avec d'autres régions du monde où les États financent directement. Donc est-ce que c'est pas un axe qu'il va falloir prioriser au niveau de l'État français et des institutions européennes? Pour ce qui est du cadre réglementaire dans lequel on s'inscrit, mais dans tout métier, plus le cadre est lisible et stable dans le temps, mieux on se porte. Ça, c'est une constante partout. Et on sait qu'en France, notamment, on a eu pas mal d'aternoiements sur la stratégie, je veux dire, relative à finalement l'évolution du mix énergétique français. On peut se dire ça. D'un autre côté, la transition énergétique, c'est pour nous une logique de meilleure visibilité et simplification des démarches. Je pense que c'est dans l'air du temps. Mais les métiers subventionnés ne sont pas des métiers d'avenir, d'une manière générale. S'il n'y a pas un intérêt économique autoportant sur le fait que ces investissements font du sens, ils n'ont pas ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire la faculté de pouvoir être développés de manière massive sans aide. Et la transition énergétique décentralisée n'a pas besoin d'aide, a besoin simplement de simplification des démarches. Une autre question, il nous reste 1h40. 1 minute 40. Bonjour, merci à tous deux pour vos interventions. J'avais une question sur les sources d'énergie en fait, que vous proposez dans vos solutions. On a beaucoup parlé de solaire. Est-ce que, notamment dans une logique d'autoconsommation, selon les modèles d'affaires de vos clients peut-être, vous proposez d'autres sources? Et en fait, si vous avez une visibilité aussi sur le ROI, le retour sur investissement, en fonction des types d'énergie, etc., ce serait génial. Merci. C'est une question assez vaste, mais le point important quand même à retenir, mais l'ensemble des experts mondiaux le disent, le solaire est une des énergies qui produira de 25 à 30% des besoins énergétiques mondiaux. Et on est à quelques pourcents vu d'aujourd'hui. Donc c'est une énergie qui va se développer de manière massive. Elle a une particularité, le solaire, versus un peu les autres énergies, c'est que c'est une énergie qui est basée sur des microconducteurs, donc une technologie qui diffère de ce qu'on fait ailleurs, des choses qui tournent pour produire de l'énergie et où on a atteint une sorte de niveau pas de payback, mais de LCOE, ce qu'on appelle le LCOE, c'est-à-dire le prix de cette énergie au vu de son investissement, qui est parmi les plus bas. Le solaire est très compétitif. Et le solaire a une faculté, c'est qu'il peut être décentralisable par excellence. Toute toiture, tout parking, tout bassin de rétention, toute surface perdue pour la nature
sans conflit d'usage, le solaire est quelque chose qui peut se développer. Donc on croit beaucoup au solaire dans cette faculté-là. Il y a d'autres sources d'énergie, la biomasse par exemple, pas l'éolien pour le décentraliser, moins, mais plutôt solaire, biomasse et géothermie sont un peu les trois composantes de la faculté finalement de décentralisation de l'énergie possible. Oui. Alors, je suis désolé, on va devoir finir. Malheureusement, le sujet est passionnant, mais et on aurait beaucoup à en dire. Et c'est vrai que pour compléter juste le propos, effectivement, le solaire a la capacité à être décentralisé facilement. Et sur les corporate PPA, on voit aussi beaucoup d'éoliens contractualisés en direct. Donc, en fait, encore une fois, beaucoup de choses qui sont complémentaires et qui peuvent répondre à des besoins qui vont être différents chez les consommateurs. Merci beaucoup pour votre attention. On va pouvoir finir au travers d'un échange en direct s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup à Othman, à Gilles pour ces interventions éclairantes. Merci à tous.